Alors bonsoir les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais parler de l'armistice du 22 juin 1940 et je vais diviser mon propos en deux parties, les causes conjoncturelles et les causes structurelles. Alors évidemment la cause directe de l'armistice du 22 juin 1940, c'est la débâcle des armées françaises face aux armées allemandes. Je rappelle que début septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. Par mesure de rétorsion, la France et l'Angleterre déclarèrent la guerre à l'Allemagne hitlérienne. Jusqu'au 10 mai 1940, il n'y eut quasiment pas d'opération militaire, période qu'on appela la drôle de guerre, et le 10 mai 40, Adolphe décida d'attaquer la France, de lancer l'offensive enfin pour lui sur la France, en faisant passer ses divisions blindées par les Ardennes, ce qui va surprendre l'état-major allié, et par un gigantesque mouvement de faucilles, va encercler les armées alliées à Dunkerque. Dernièrement, il y a eu un film d'ailleurs sur ce thème. Donc on peut dire que virtuellement, la guerre, en tout cas en métropole, est perdue dès la fin mai 1940, puisque les meilleures armées alliées sont prisonnières de la poche de Dunkerque. Alors, évidemment, au gouvernement, il y a des tensions. Certains sont pour continuer la guerre, notamment le président du Conseil, Paul Reynaud, et puis De Gaulle. D'autres sont pour négocier avec les Allemands. Alors, le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne. C'est le maréchal Pétain qui va devenir président du Conseil. Et le maréchal Pétain est ouvertement pour l'armistice, avec son généralissime Weygand, le chef des armées françaises. Parce que, entre autres, il veut sauver l'honneur de l'armée française, hein. Il ne veut pas entendre parler de capitulation, et donc il refile le bébé quelque part au pouvoir politique pour signer l'armistice avec les Allemands. Ça s'était passé de manière identique en novembre 1918, lorsque les militaires allemands, ne voulant pas signé une capitulation contre les Alliés, voulant préserver l'honneur de l'armée allemande, avait refilé le bébé au pouvoir politique, qui lui avait signé l'armistice le 11 novembre 1918, et qui avait été accusé après de tous les maux. Alors, il y avait pourtant un militaire qui aurait pu dire non à cet armistice. Il y en a eu déjà un, c'est le général de Gaulle, qui a refusé l'armistice et qui est parti à Londres, et qui a fait son fameux appel du 18 juin 1940, qui n'a pas d'ailleurs été trop entendu par les Français. Mais en Afrique du Nord, il y a le général Noguès, qui est un militaire prestigieux, qui est commandant en chef des forces armées françaises en Afrique du Nord, qui lui a hésité en fait à continuer la guerre. Il avait eu le soutien d'autres officiers généraux, comme le général Mitterhauser, qui était commandant des forces françaises au Levant, et Noguès avait même reçu le soutien de De Gaulle. Donc en effet, si la guerre était perdue en métropole, on aurait pu la continuer dans l'Empire, et donc en Afrique du Nord, avec des moyens certes limités, évidemment, puisqu'en Afrique du Nord, il y avait quelques divisions de territoriaux, il n'y avait pas d'industrie, donc, mais on aurait pu, en théorie, continuer la guerre, une guerre défensive. Là, je vous conseille de lire le livre de Lévis-Touzé sur l'Afrique du Nord de la guerre, un livre très intéressant. Mais Noguès est un militaire. Un militaire, ça obéit. Il avait posé deux conditions, en fait, pour accepter l'armistice. C'est que les Allemands ne touchent ni à la flotte, ni à l'Empire. Ces deux conditions étant remplies, Noguès accepta l'armistice. Alors, ça, ce sont les causes conjoncturelles, la débâcle. Alors, les causes structurelles, elles sont plus intéressantes, je trouve. Elles sont abordées par divers historiens dernièrement. Je pense à Claude Quetel, dans son Impardonnable défaite, qui est un livre assez intéressant, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa conclusion, puisqu'il parle de trahison des élites. Et puis, il y a aussi le livre Le choix de la défaite, d'Annie Lapoirie, qui, elle, développe sa thèse complotiste, puisqu'elle signifie que c'est le grand patronat français, via la synarchie et la cagoule, qui a choisi Hitler plutôt que le Front populaire.
je mettrai en lien, en fait, une vidéo que j'ai faite sur une lecture critique du choix de la défaite d'Annie Lapoirie, qui, pour moi, est plus une militante qu'une historienne. Alors, pour moi, une des causes de l'armistice, c'est l'idéologie pacifiste qui a irrigué la société française dans l'entre-deux-guerres. Alors évidemment, après la boucherie de la Première Guerre mondiale, les idées pacifistes se sont développées. Il y a de grands intellectuels qui ont mis tout leur poids dans la cause pacifiste. Je pense à Romain Rolland ou à Henri Barbusse, pour citer les plus connus. Il y a les associations d'anciens combattants qui étaient toutes pacifistes, on peut le comprendre. Et il y avait à peu près 5 millions d'anciens combattants encore en 1938. Il y avait des syndicats très influents dans l'entre-deux-guerres qui étaient pacifistes. Je pense au syndicat national des instituteurs d'André Delmas. Évidemment une pléthore d'intellectuels. Je pense à Alain, le philosophe, à Félicien Chaleil, un autre philosophe qui était lui un partisan du pacifisme intégral, c'est-à-dire qu'il acquiesçait au credo plutôt brun que rouge, plutôt brun que mort. Je mélange les deux slogans en fait qui sont à 50 ans de distance, c'est-à-dire qu'il préférait la soumission à Hitler plutôt que la guerre. Credo qui sera repris 50 ans plus tard par les écologistes allemands qui, lors de la crise des euromissiles en Allemagne, entre Pershing et SS-20, vont adhérer au slogan plutôt rouge que mort, c'est-à-dire plutôt soumis aux soviétiques, aux communistes, plutôt que faire la guerre. Donc ça, ce sont les pacifistes intégraux. On peut classer Giono dans ce pacifisme intégral, Giono, qui a écrit donc des écrits pacifistes et qui lui aussi, à la limite, préférait la soumission à Hitler plutôt que la guerre. Alors, les partis politiques, évidemment, alors les communistes, eux, étaient contre la guerre, les guerres impérialistes. La SFIO, les socialistes, étaient aussi traversés par un courant pacifiste qui était dirigé par Paul Faure, et ce courant fut dominant à la fin des années 30. Évidemment, le Parti radical, qui est le parti pacifiste par excellence, qui est le pivot en fait de la Troisième République, puisqu'il a participé à quasiment tous les gouvernements depuis 1918, et il y en a eu plus de 40. Et la figure de ce pacifisme, c'est évidemment Aristide Briand, qui, je le rappelle, signa à la fin des années 20, avec le secrétaire d'État américain Frank Kellogg, le pacte Briand-Kellogg, qui mettait la guerre hors la loi, pour vous dire le niveau d'idéalisme pacifiste de Aristide Briand. Donc on peut inscrire la conférence de Munich, par exemple, de septembre 1938, et l'abandon des Sudètes à Hitler, comme le point d'orgue de cette idéologie pacifiste. Je rappelle que les Sudètes étaient une région tchèque de la Tchécoslovaquie, avec une forte minorité allemande, et qu'à Munich, Hitler revendiqua en fait le rattachement des Sudètes au Reich, et que Daladier, le président du Conseil français, et Chamberlain, le Premier ministre anglais, acceptèrent cette demande hitlérienne. Je rappelle que Daladier, lorsqu'il est revenu en France, il a été accueilli comme un héros par les Français et par la presse française, puisqu'il avait sauvé la paix et écarté la menace de guerre. C'est pour vous dire, si je peux m'exprimer comme ça, le degré de pacifisme de la population française. Et on peut, d'après moi, inscrire l'armistice comme un produit de cette idéologie pacifiste. C'est bien beau d'accuser Pétain et Végan ou d'autres qui étaient partisans de l'armistice de traîtres, mais je rappelle quand même qu'une grande majorité de la population française et des élites françaises étaient pacifistes. D'ailleurs, Pétain a été très populaire après la signature de l'armistice, parce qu'il était considéré un peu comme le sauveur de la nation, et il fut populaire jusqu'en 1944. Le général de Gaulle, qui lui est parti à Londres pour continuer la guerre, était très esseulé. Je veux dire que le mouvement gaulliste a vraiment rallié du monde à partir de 1943. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le conflit franco-français en Syrie en 1941, où l'armée vichiste en Syrie a combattu les anglo-gaullistes, à partir de mai 1941,
les anglo-gaullistes ont gagné, mais il s'avère que les prisonniers français de l'armée vichiste ont préféré, pour la plupart, repartir dans l'Hexagone plutôt que d'intégrer les forces françaises libres. Pour vous dire la popularité du maréchal Pétain par rapport au général de Gaulle. Donc en conclusion, je dirais que le pacifisme peut être contre la guerre, et évidemment, on ne peut pas être contre le pacifisme, mais que le pacifisme aussi peut être contre la paix. Je vous remercie, à bientôt.